De Gurs à Auschwitz. Un podcast pour ne pas perdre le fil de l'histoire. Un podcast pour ne pas oublier. Car c'est quand on ne parle plus des morts qu'ils disparaissent vraiment. Alors, je nous entraîne dans une aventure émouvante, souvent cruelle, mais essentielle. Pour ce 3e épisode, nous allons tout d'abord nous intéresser à cette question. Pourquoi a-t-on construit un camp à Gurs ? Pourquoi cet endroit spécifiquement ? Puis, nous allons retrouver José de Sola qui va nous raconter sa vie après les internements au camp de Gurs et de Rivesaltes. Nous l'avions laissé dans le Cantal avec sa famille et nous allons voir que la vie hors des camps est quand même semée d'embûches car il y a les gens qui vous aident, la résistance passive, active et ceux qui collaborent. Alors les dangers ne sont jamais loin. Et puis nous aurons aussi sa vision de l'actualité. En parlant d'actualité, bien sûr, aujourd'hui est un jour particulier parce qu'il y a à peine un an, ou déjà un an, la Russie envahissait l'Ukraine. Cette guerre, c'est une immense tristesse, comme toutes les guerres, et comme toutes les guerres, il faut qu'elles cessent. Et je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que je crois que cette fable de La Fontaine dit tout. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient, à jeun, qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attirait. « Oh ! Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. » « Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. »« Tu la troubles !» reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau. Je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. Là-bas ! C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de pensée. Pourquoi a-t-on construit un camp à Gurs ? En fait, il y a 3 raisons à cela. Une raison historique, une raison géographique et une raison politique. La raison historique. Je vous rappelle que l'Espagne est occupée par les troupes franquistes et qu'il y a des républicains qui se battent. Mais malheureusement, le 26 janvier 1939, la prise de Barcelone par les troupes franquistes sonne la défaite républicaine. Et là, il y a un déferlement de réfugiés. Près de 500 000 personnes en moins de 3 semaines s'entassent, vont en France et s'entassent sur les plages de Roussillon. Alors, on a parlé de camp de fortune. En fait, voilà, il y avait peu de moyens. Ils étaient sur le sable, il n'y avait pas d'eau, très peu de nourriture. Il faisait froid, c'était fin janvier. Et donc, le ministère de l'Intérieur s'est avéré complètement dépassé par la situation et a décidé en urgence de construire une dizaine de centres. À l'époque, on appelait ça les centres d'accueil pour accueillir ces réfugiés. Et donc, ces centres d'accueil devaient être situés dans la zone au nord des Pyrénées. Donc, les Pyrénées-Atlantiques étaient dans cette zone, d'autant plus que, vu qu'il y avait des réfugiés basques espagnols, des combattants basques, il était de bon ton de les mettre pas très loin de leur Pays basque espagnol natal. Et donc on pensait, voilà, les Pyrénées-Atlantiques, on va construire un camp au Pays basque français. Donc pour ceux qui le savent, le Gurs n'est pas au Pays basque. Il n'est pas très loin. J'en viens maintenant à la raison géographique. Gurs, en fait, c'est à cheval entre le Pays basque et le Béarn. On dit même que c'est le centre du département. Et si vous êtes à Gurs et que vous allez vers l'hôpital Saint-Blaise, vous êtes déjà en Soule, donc une province du Pays basque français. Et si vous allez plutôt côté Navarinx-Oloron, vous êtes dans le Béarn. Donc c'est bien situé, c'est loin des grandes agglomérations, c'est un petit village.
Et c'est intéressant parce qu'il y a cette voie cette voie départementale, cette route départementale qui relie Oloron, Pau, Oloron jusqu'à Bayonne. Et c'est intéressant pour tout ce qui est acheminement de matériel, de victuailles, de ravitaillement, en tout genre. Et puis, il y a la gare d'Oloron qui est à seulement 15 km de Gurs. Donc, c'est une des raisons aussi qui a fait que Gurs a été choisi. Alors, il y a eu aussi d'autres suggestions d'endroits, pas très loin de Gurs, mais plutôt de l'autre côté, vers Oloron, entre Oloron et Pau, au jeu, qui a été finalement abandonné parce que on voulait installer le camp sur un terrain agricole, sur des terrains agricoles, et la période économique était difficile déjà, ce n'était pas encore la guerre, mais la Deuxième Guerre mondiale, mais il y avait de l'inflation, et donc on a décidé, pour raisons économiques, entre Augeux et Gurs, ça a été Gurs qui a été choisi. Et troisième raison, donc on a parlé des deux raisons, première raison historique, deuxième raison géographique, et très importante, la raison politique. En fait, Gurs dépend de la circonscription du maire d'Oloron à l'époque, Jean Mendiondou, qui est l'unique député du département du Front populaire. Et lui, il est le seul favorable à l'aménagement de ce camp. C'est-à-dire que lui, il veut qu'on aide ces réfugiés. Je vous rappelle que c'était à la base un camp d'accueil et il est le seul à défendre l'accueil de ces réfugiés. Ces réfugiés étaient très mal vus, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était des bandits, des tueurs de curés, des voleurs, des voyous, et c'est-à-dire qu'il y a eu des échanges entre les députés qui se renvoyaient la balle, qui avaient peur aussi de la vie de la population, et finalement, Gurs a été choisi un peu, on va dire, ça a été un peu imposé à la population locale, et finalement, les premiers réfugiés sont arrivés au mois d'avril. Alors, il faut savoir aussi que voir affluer tous ces étrangers dans le département, dans ce petit village, à l'époque, les gens avaient une vie très autarcique, c'est-à-dire ils étaient très autonomes et très indépendants. Ils voyaient d'un mauvais œil arriver ces étrangers et ils avaient peur en fait que ça crée du désordre, en fait, du désordre social. C'est-à-dire, ils avaient peur de l'étranger, comme on peut entendre encore, malheureusement, aujourd'hui. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, finalement. Ils ont trouvé de faire des fours en tôle. Le premier truc de charbon de bois qu'il a fait pour ce patron, il fallait faire comme des pyramides, avec du bois, et couvrir de terre avec des mottes et tout ça, pour faire le charbon. Mais ça durait presque un mois. C'était pas rentable. Et alors, soi-disant que son charbon était terrible, et le patron, il voyait que par lui. Et j'en ai trouvé un, c'est la photo, je vais vous le montrer. Et voilà les fours qu'ils ont trouvés, qu'ils ont inventés, des fours en tôle. En tôle, et là, ça allait vite, ça marchait. Et alors, le patron, pour le charbon, là, comment vous expliquer, il avait quelqu'un à la préfecture, qui, quand il y avait des rafles, il avertissait mon père. Et dans la région, dans ce village où on est resté le plus longtemps, à Prunet, il y avait plusieurs employés espagnols qui faisaient des coupes ailleurs de bois et qui faisaient avec ça. Et alors, quand il y avait des rafles, il avertissait mon père. Et mon père, il avait d'autres qui disaient, bon, on va avertir un tel, qu'ils aillent se cacher. D'accord, c'était un réseau pour annoncer. Un peu plus ou moins. Oui. Alors, bon, on rigolait parce que je vais vous expliquer pourquoi. À un couple d'Espagnols, il avait je ne sais pas combien de gosses, et ils ne savaient pas écrire ni lire ni rien. Et manque de peau, on est arrivé trop tard, ils l'ont rattrapé. Alors la femme est restée toute seule avec les enfants. Bon, elle n'a pas manqué de rien, parce que tout le monde lui portait à manger, tout ça. Mais lui, il a été embarqué dans les camps pour aller travailler en Allemagne. Et le matin, par exemple, il partait dans une ferme travailler, et le soir, il rentrait au camp. Et un soir, en rentrant au camp, c'est pour vous dire, hein, je vous raconte cette histoire, et il a trouvé un bout de papier par terre. Il a ramassé, il n'était pas si fou que ça, et avec une pièce de monnaie allemande et un crayon à papier, il a fait comme si c'était un tampon sur le papier.
Et un matin, il lui a pris la lubie de foutre le camp. Il arrive devant les gardes, il montre le papier, ils ont vu les cuissons. Et il le laissait passer. Ils lui ont laissé passer. Il faisait discuter les gardes, je sais pas quoi. Il arrive à la gare. À la gare, il y avait 7 ou 8, mais des officiers allemands, hein, avec des attachés-caisses, des valises. Il entendait Paris, 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 qui parlait qu'il allait à Paris. Et il se dit, oh, ceux-là, ils partent à Paris. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les valises des officiers. Il met les valises dans le wagon où il montait. Alors les autres, ils ont dit, oh, mais c'est quelqu'un qui nous... Oui, ils l'ont pris comme quelqu'un qui faisait partie du convoi. Voilà, qui partait ensemble. Il est monté, pas dans le même compartiment, un peu plus loin, il a attendu. Alors, il est arrivé jusqu'à Paris. À Paris, qu'est-ce qu'il a fait? Les valises sont restées pour les Allemands, il a sauté, il s'est échappé par là. Il a réussi à revenir là, à Aurillac, sans savoir ni lire ni écrire. Il arrive, 8 jours après, les gendarmes qui viennent le choper, mais là c'était pas la même histoire, c'était les types de Vichy, là. Il a eu une chance du tonnerre. Il avait un four comme ça, vide. Il est rentré dans le four. Il y avait de l'herbe sèche, parce que c'était l'été. Il a mis le feu à l'herbe, il a fait la fumée. Et les types, il n'y avait pas qu'un type, ils étaient 7 ou 8, en train de faire le tour partout pour le rechercher. Et il disait, mais ça fume, il y a du feu dedans. Il ne peut pas être dans le four. Et le mec, il était là-dedans. Bon, après, quand la peur et tout ça était passé, ils se rencontraient. Alors, ils rigolaient tous après. Oui. Alors, je vous raconte cette petite histoire. Et ils ne l'ont pas rattrapé. Dans tous les cas, il était malin, parce qu'il Purée, a réussi à échapper. C'est pour vous dire, vous voyez, sans savoir lire ni écrire, ni la géographie, ni que dalle. Il a réussi à s'en sortir. Il a réussi à s'en sortir. Pour arriver à l'histoire de mon père, parce que là, il y a vraiment une histoire. Et ça, c'est déjà un peu dans la résistance. Et là, on faisait du charbon, tout ça. Et on habitait dans une maison qui était pas mal, parce qu'il y avait le propriétaire, mais que c'était des fermiers. Alors moi, je ne sais plus que je suis plutôt auvergnat que le reste. Hein. Et avoir une petite ferme, mais bon, c'est plus possible comme avant. Parce que là, dans la ferme, par exemple, là, il avait 2 vaches qui servaient, parce qu'il était veuf, il avait une fille, Mimi, là, et pendant les vacances, puisqu'ils étaient gentils, parce que je vais vous expliquer pourquoi, mon père me disait d'aller, par exemple, l'aider à garder les vaches quand il fauchait. Là. Putain, ça, je me rappelle, j'en avais mal au bras. C'était pas encore les machines. Je tournais la meule pour aiguiser la lame de la faucheuse. Putain, j'en avais marre. Ça devenait fou, là. Et garder les vaches, non, ça allait ou comme ça. Mais là, vous étiez petit encore, vous aviez quoi, 10 ans. 10 ans, ouais. Non, mais c'est resté. Ouais. Ça me manquait. Et alors, bon, il ouvre, il demande qui c'est. C'est le maquis. Et il dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire, le maquis? On vient réquisitionner du manger, des jambons, des saucissons, des trucs, des machins. Wow. Je dis au pépé, continuez à blaguer avec eux. Moi, j'ai sauté par la fenêtre, dans une autre fenêtre plus loin. J'ai dit, attendez, je vais aller voir mon père, je vais me rasseyer. Parce que j'avais entendu vaguement les personnes âgées, pas toutes, mais l'ensemble où il y avait mon père, qui recherchaient 2 gars, que c'était du faux maquis, qui faisaient ça pour faire du marché noir. D'accord. Ouh, je dis, attendez, je vais aller voir. Je ne sais pas comment, bon, c'était pas trop loin quand même. En courant, j'étais voir mon père, je dis, voilà, qu'est-ce qui se passe. Il me dit, retourne là-bas, tu lui dis qu'il ne fasse rien, moi je vais avertir les gens qu'il faut, et puis ils vont venir voir si c'est du maquis. Puis je reviens au pépé, je lui dis, attention, il faut les garder en train de baratiner et tout ça. Vous leur donnez quelque chose à boire ou quoi, à discuter. Puis le maquis est arrivé avec une traction avant, où ils étaient contents. Il m'a dit, ça fait 2 mois qu'on les recherche presque. Vous avez réussi à les faire... Purée. Alors il a dit, ils les ont chopés. Ils leur ont dit, bon, vous avez une pelle et une pioche, vous allez faire un trou. Hein. On ne l'a pas vu.
Moi, je ne l'ai pas Oui, vu. oui. Mais ils ont liquidé de suite. Mm. Alors, quand le vrai maquis venait, il ne pouvait plus redonner. Ouais, ouais. Bon, ça, c'est une anecdote. Ah, mais vous avez vu tellement de choses. Et alors, non, mais je vous raconte le. je vous raconte le plus gros. Hein. Oui, oui. Et alors, mon père, comme il avertissait le STO, vous savez ce que c'est? Oui, oui, le service de travail obligatoire. Et mon père, qui n'était pas dans le ni rien, il connaissait mieux les bois que les gens qui habitaient dans le coin. Alors, tous les jeunes, quand il y avait une rafle comme ça, ils venaient voir mon père, et mon père les cachait avec eux dans les bois. Et alors, c'était les SS, là, qui venaient à la maison chez nous. Alors, une fois, alors, je me rappelle, c'était le gars, un Alsacien, il faisait presque 2 mètres de haut, manteau noir, mais noir, 2 ou 3 mecs avec le chapeau et les habillés en marron, ils étaient là. Ils venaient chez ma mère. Je lui dis, où est votre mari? Mais il travaille. Et où il est mon mari? Il est au travail. Alors ils sont arrivés à lui faire prendre à midi la gamelle et aller au pied du bois, qui appelait mon père pour qu'il descende. Ah oui, pour qu'il arrive. Alors, à force, ils sont venus 5 ou 6 fois. Et chaque fois, il n'avait pas. Et je me rappelle, là, j'y étais là. On était en vacances. Vous voyez la table là? Le jour qu'on l'attrape, on le met sur la table, on le coupe en morceaux devant vous. Hein. Et alors, le problème de la petite fenêtre à la maison, c'est que quand il y avait la rafle, et quand ils arrivaient, eux, ils mettaient un drap blanc mouillé derrière, pendu, et eux, les autres, ils voyaient là d'en haut dans la montagne qu'il ne fallait pas descendre. Mais purée, au bout de 3 ou 4 fois, il ne s'est pas aperçu. Il a dit, mais chaque fois que je viens, il y a un... Et il lui dit, mais ça tombe comme ça, je l'ai lavé, il est mouillé. Enlevez le drap. Heureusement, elle enlève le drap, mais ils avaient trouvé que c'était trop vite. Oui, Et personne n'a bougé. Et personne n'est venu. Alors, à force de venir, qu'ils ne pouvaient pas l'avoir, et il y avait un gars, un collaborateur un peu de la maison en bas. On l'appelait le collaborateur, c'est la même qui s'est rappelé, qui me l'avait dit. Et il fallait se méfier du mec, là. oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Comme nous, on était restés assez longtemps, je saute du coq à l'âne, on allait à l'école. Et à l'école... Donc là, vous avez commencé à apprendre le français. Et tout, et ça allait. Et je vous dis que j'ai passé le certificat et tout, et j'avais jamais appris l'alphabet. Wow. Non, c'est pour dire. Et alors, comment on appelle ça? À l'école, l'instituteur était secrétaire de mairie, l'instituteur et sa femme étaient institutrices. C'était monsieur et madame Bonnebouche. Allé à l'école là, il avait 2 fils. Et les 2 fils s'entendaient très bien avec nous, on jouait ensemble, on n'était pas trop loin de l'école. J'ai la photo d'ailleurs de l'école, et on sympathisait bien. Et je vais vous dire une petite anecdote là, parce que bon, ma mère quand même, elle faisait chauffer de l'eau, les grandes bassines, elle nous lavait, nous douchait comme elle pouvait. Mais les fils de paysans des fermes, parce qu'il y en a qui arrivaient de loin, mangeaient là et tout, ils ne se lavaient pas. Alors il avait décidé que tous les lundis, il fallait montrer un pied, pour voir s'il était propre, le pied. D'accord, pour vérifier. Alors un jour, il change de pied. C'était le droit, il change de pied. Ils avaient les pieds de glace tout noirs. Il avait un pied propre. Alors qu'est-ce qu'il fait, cet Allemand, là, c'est ce que je vous dis là. Bon, après à la Libération, il a été tué à un chemin. Qu'est-ce qu'il fait un jour de colère? Mais moi, on n'avait rien su. Mais ça m'a travaillé tout le temps. Hein. Oui. Il est venu à l'école, ce mec, et il lui a dit à l'instituteur, là, M. Bonnebouche, là, bon, vous avez ce gamin là à l'école, c'était moi, à la classe au-dessus, et vous avez l'autre, à la classe, c'était sa femme, là-bas. Vous allez me le donner pour qu'on aille voir leur mère et aller au pied du bois pour que le père descende, autrement on zigouille les enfants. L'instituteur, il dit, il n'est pas question. Vous ne touchez pas ces 2 enfants. Moi, je n'ai pas reçu d'ordre de la préfecture, j'ai rien comme papier. Vous ne toucherez pas ces enfants. Alors, ils ont blagué pendant un moment à l'école. Ils s'engueulaient, bon.
En fin de compte, il est parti en colère, il a cassé la porte et tout, le type. Quand après, 45 ans, hein. Ouais. Après ça, 45, oui, ou 50. Je m'en vais travailler chez une personne, j'emmène les ouvriers, tout ça. Et elle commence à me blaguer d'Auvergne, tout ça. Je dis, ah, mais de quel côté? J'ai dit, tel endroit. Ah, j'ai dit, mais moi, j'habitais à tel endroit. C'était M. Bonnebouche et madame. Il m'a dit, c'est pas vrai. Et j'ai dit, si, je les avais comme instituteur et institutrice. Parce que ça me travaillait, l'histoire de la maman. J'ai dit, vous sauriez. Elle m'a dit, mais ils sont partis à la retraite. Et j'ai dit, mais comment ça se fait que vous les connaissez? C'est que ma soeur a fait l'école normale avec madame Bonnebouche. Ils sont très amis. Alors j'ai dit, est-ce que vous pouvez... Ah, elle m'a dit, non, l'adresse, non. J'ai dit, mais recherchez s'il y a des Bonnebeaux sur Saint-Céré ou par là. Et j'en ai trouvé un. Et ce fils-là, je ne le connaissais pas, il est né après à la Libération. Il m'a dit, mais je vais vous donner les adresses et tout ça. Il m'a donné les adresses de ses frères. Et tout ça, un week-end, j'ai dit à ma femme, on monte en voiture, on s'en va. On est parti là-bas, je l'ai trouvé. Bon, sa femme était décédée d'un cancer un an avant. Je suis appuyé, il est sorti, il a ouvert. J'étais avec mon épouse là. Et il me dit, mais toi, t'es de Sola, toi. 85 ans, il avait. Ma femme, elle était là. Parce qu'en plus ou moins, elle croyait que je blaguais. Hein. Parce qu'elle avait 8 ans de moins que moi. Elle est née en 40, elle n'a pas connu la guerre. Je voulais vous voir, mais je voulais savoir quelque chose. Vous vous rappelez l'Allemand qui était venu là, avec le manteau en cuir noir? Il m'a dit, mais tu te rappelles? Je me rappelle. Ça marque. Et alors, je lui ai dit, voilà, je voudrais savoir si vous aviez reçu quelque chose de la préfecture ou quoi. Elle me dit, peut-être tu ne vas pas me croire, mais 5 minutes avant qu'il tape à la porte, je venais de brûler le papier de la préfecture. C'est lui, en fait, qui vous a sauvé. Ah oui, chapeau, oui. Mais je voulais avoir le cœur net, pour savoir si de quel côté ça penchait. Vous voyez? Quel homme? Le héros. Il avait chapeau, oui. Pour vous dire, je retourne un peu en arrière, au charbon de bois. Oui. Vous allez voir. Et c'était pendant la guerre, tout ça, pendant la résistance et tout. Ils faisaient quand même des recherches, parce qu'après, ils ont monté un four de récupération qu'ils appelaient. C'était un four qui était un peu en dur. Et dans ce four, il fallait couper le bois comme ça. On mettait, vous savez qu'est-ce qu'ils arrivaient à faire? Non. Ils arrivaient à faire du charbon, du goudron et de l'essence. Mais non. Oui, mais ils ont arrêté, je pense, parce que c'était des petites quantités. D'accord. Et à la sortie de l'école, ou pendant un peu les vacances que j'avais là, j'allais aider mon père. Parce que le bois arrivait, il était empilé, et moi je lui passais le bois, et puis lui sciait avec une scie électrique en face du four, et il mettait les bouts de bois. Un jour, je vais avec lui, je prends le bout de bois, je vais pour lui passer, il n'y avait plus personne. Je merde. Et un type qui me tape la main par derrière, là. Je me retourne, un Allemand. Vous savez, les Allemands avaient le truc en ferraille, là. Il y avait un sidecar, ils étaient deux, avec un sidecar. Vous les aviez pas entendus? Rien. Il y avait la scie et tout, moi je n'avais rien. Il ne me parlait pas, rien. Il m'a demandé où était mon père, mais il me faisait comme moi. Hein. Ouais. Il m'aurait tué, je vous jure, je ne savais pas où il était. Hein. Il a dit, moi. Et il a disparu comme ça. Attends. Et où il était? Et où il ne pouvait pas partir loin. Et comment il a fait pour les voir? Je ne sais pas. Parce que là, la petite route qui est arrivée, bon, ça descendait un peu. Est-ce qu'il a regardé par hasard, il les a vus? Et ils sont restés là pendant une demi-heure, un quart d'heure entre eux. Rien. J'ai dit, putain, qu'est-ce qu'ils vont me faire à moi? Je ne sais rien. Et ils m'auraient tué, je ne savais pas où il était. Alors, de vrai, hein. Bon, les Allemands sont partis. 10 minutes après, je me le vois sortir, il était à mes pieds, là. Il avait fait un trou, là. Dans la terre, il était enterré, là. Dessous, là, il y avait des branches. Il avait déjà préparé sa cachette. Il devait être tellement... Il savait qu'on le cherchait. Mais... Purée, oh. Ah ouais. Et oh, c'est le 8 mai. Il y avait eu la libération.
Et là, Vous vous rappelez du jour de la libération? Oui. Oui. oui, parce que les cloches ont sonné. Oui. Et un monsieur, il y avait un cyprès à côté de la maison où on habitait, mais très haut. Il est monté jusqu'à haut, il avait mis le drapeau français. Ah, je me rappelle très bien. Oui. Donc là, c'était la joie, c'était... Ben oui, mais au début, c'était... Je me demandais, mais pourquoi maintenant on nous dit rien, on peut partir? Ah, et vous pensiez repartir en Espagne? Voilà, mes parents, oui. Oui. Mais moi, j'ai dit, du jour au lendemain, on ne te dit plus rien, tu peux partir par là. Oui, la liberté, en fait. Ça fait bizarre, quoi. Ouais, c'est vrai, hein. Vous n'étiez pas habitué. C'est vrai, on a commencé à aller à l'école. Très bien. On était dans un hameau qui s'appelait le Monteil. Il y avait un étang et tout. Et là, on se retrouvait à plusieurs familles dans une grande maison. Chacun avait une espèce d'appartement chacun, il y en avait 4. Mais c'était tous des Espagnols sauf une famille. Le temps après la guerre, c'était comment? Ouais, alors, je vais vous expliquer. Alors là, on a commencé à l'école, on avait à manger, on se faisait tout ce qu'on voulait, quoi. Alors je me rappelle, mais ça c'est trop vite. Après, j'allais à l'école du village, quoi. À cause de mon père, on mangeait chez les sœurs à midi parce que c'était trop loin pour revenir le soir. Et là, à l'école, je ne sais pas comment on m'appelait, j'avais envie d'apprendre. On m'apprenait très bien, l'instructeur. J'avais eu affaire avec l'instructeur parce que j'étais avec les grands déjà. Et l'école se passait très bien, je travaillais très bien. L'académie est venu. Alors, l'inspecteur de l'académie, il m'a dit que je te pose des questions. Et c'était sur les dents, les caries, tout ça, je me rappelle. Et qui c'est qui répondait? Il n'y avait que moi. Et j'ai dit, mais parce que bon, les autres peut-être ils savaient, mais ils ne répondaient pas. Mais j'ai dit, mais ça porte tort à l'instituteur, quoi. Oui. Alors qu'est-ce qu'il a fait? L'inspecteur de l'académie est venu trouver mes parents. Et il lui a dit, il faut qu'il continue les études. Il faut que je continue les études. Ils lui ont dit. Parce que je me charge, moi, et textuellement, je me charge que même s'il ne réussit pas bien à l'école, après, moi je vous oblige, je le ferai rentrer fonctionnaire à l'EDF, chemin de fer, je me rappelle, ou à la poste. Moi, moi, mes parents, rien, d'accord. Ils se sont enseignés à 80. Et c'est de ce patelin que je suis parti à une ville un peu plus grande, en pension. Au lieu de m'orienter sur le littéraire et tout ça, ils auraient dû un métier, plutôt, sur un métier, quoi. Alors, j'ai sauté une classe parce que, soi-disant, j'étais surdoué. À l'époque, ils ne disaient pas comme ça, je ne sais pas comment c'était. J'ai sauté la 5e, la 4e, et au lycée, là, je travaillais. Et le directeur du lycée, là, en question, c'était un ami à l'instituteur que je vous parlais, monsieur Lacaze. Et tout ça, et ça se passait très bien. Mais mon père, il en avait marre de travailler dans... Bon, il ne travaillait pas dans la pelle à la pioche, non. Mais dans les barrages et tout ça, il y avait une petite locomotive à vapeur. Et, ah oui, là, il faut que je vous raconte un petit truc. La locomotive à vapeur avait des wagonnets. C'était des prisonniers allemands qui chargeaient les wagonnets. Et mon père amenait les wagonnets avec la locomotive à un concasseur, tu sais, pour faire du sable, pour faire du gravier, et tout ça pour le barrage. Et alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? 2 Allemands à la maison, chaque dimanche différent, pour manger avec nous, parce que les pauvres, ils disaient, purée, ma mère, quand tu voyais arriver les Allemands... Elle n'était pas contente? Oh, et les Allemands, en plus, qui voulaient m'apprendre l'allemand à moi. Oh là 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 là. Et vous savez qu'est-ce que c'était? C'était tous des jeunes, 17, 18 ans. Et mon père, il connaît... C'est vrai, on essaie de parler, s'il connaissait les camps, il ne connaissait rien. Est-ce que c'était vrai? Oui. Voilà. Alors bon, on a mis sur Oloron et tout ça. Parce que vous êtes passé au camp de Gurs. Bon, vous connaissez déjà Rudy et vous êtes reparti à Oloron. Et à Oloron, j'ai voulu continuer. Bon, il fallait continuer les études, mes parents, parce qu'on allait repartir en Espagne, à Irún, c'était pas loin. Oui. Alors j'ai fait la 3e et la 2e moderne à l'époque pour le bac. À la 2e moderne, ma mère est décédée. Alors vous allez voir. Ce qu'il avait oublié de dire l'inspecteur d'académie à l'époque, que si j'étais pas naturalisé français, j'avais pas le droit d'être fonctionnaire. Ah oui.
Alors j'ai été jusqu'à la première partie du bac, un peu avant, le directeur du collège de Laurent, en bas à Bartou, là, en bas au lycée, m'a fait un papier, parce que bon, quand ma mère est décédée, il y avait mon frère, qui était plus petit, et mon père. Ouais. Et moi, il fallait bien que j'aille gagner ma vie. Et j'avais aucun métier. Ouais. Et vous avez fait quoi alors? Et bien, la peinture. La peinture. Et il a fallu que j'apprenne tout le A à Z. Là, j'en ai ma vie. Et c'est un regret ça, de ne pas avoir continué les études? Oui, non, j'aurais préféré qu'il m'aurait orienté sur le métier, parce que je voulais faire ingénieur. D'accord. Ouais. Moi, j'étais pour être ingénieur. Alors, pour finir la bagarre, entre le... Commencé à travailler dans la peinture. à zéro. Vous avez appris Ça, rien, sur le toit. sur le tas. Mais ils ne m'ont pas fait de cadeau, hein, moi je vous le dis. Là. Non. Toutes les polygones électriques et tout ça, moi j'étais un peu le chef, mais comme il n'y avait pas de personnel, il fallait que je travaille autant que les autres. Hein. D'accord. Et puis peu à peu, je me suis débrouillé. Mhm. Je me suis intéressé. Alors j'étais conducteur de travaux. Et je faisais toute la moitié de la France. Mhm. On avait des chantiers partout, c'est moi qui faisais les rendez-vous de chantier, changer les ouvriers quand les chantiers étaient finis et tout. En dernier, je dormais même pas 2 heures par nuit. Ah oui. Je ne pouvais plus. C'était... La Côte d'Azur, on faisait, et Perpignan et tout ça. Et ça montait à peu près Lyon. Lyon, les Sables d'Olonne. Donc là, vous faisiez des déplacements en voiture ou... En Oui, voiture, il n'y avait rien. Oui. C'est... Et je me suis vu rouler jusqu'à 48 heures de rang. Oh là là. Sans dormir, maintenant tu ne pourrais pas le faire. Et heureusement qu'il n'y avait pas le téléphone portable. Je ne serais jamais rentré. Là, j'aurais divorcé. Mais je me débrouillais à part quelquefois de rentrer, même si c'était minuit ou que je repartais à 6 heures, je rentrais pour voir un peu la famille. Quoi. Parce que la fille aînée, là, pendant 9 ans, je ne l'ai pas vu beaucoup. Ouais. Donc vous avez eu combien d'enfants? 2. 2 enfants. Vous avez commencé à parler de ces événements, de votre enfance, à partir de quand? Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Quand même, oui, une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, d'accord. Donc, À cause de l'espagnol, mais ici en France, non. Non. Ici, avec l'amicale, comme on fait maintenant, non. Et Ça va faire 5 ou 6 ans. Vous avez connu Paul Niedermann? Oui, c'est un copain. C'est un copain. Et il a fait... Et lui, c'est pareil. Il a fait exactement le même circuit que moi, mais tout seul, parce qu'il avait 12 ans. Il faisait partie des hommes. Mais exactement. Et il a fait Rivesaltes et tout pareil. Et donc vous êtes retrouvés à Gurs, là. À Gurs. Ouais. Ah, vous le connaissiez? Alors j'ai lu des choses, j'ai écouté des choses. Exactement. Vous prenez ce circuit, à part la Suisse, la maison d'Israël et tout ça, la partie juive, non. Et à Rivesaltes, je dois vous dire quelque chose. Vous avez dû entendre parler, peut-être. Voilà, je saute du coq à l'âne, j'avais oublié, je voulais dire. À Rivesaltes, vers la fin un peu, il y avait je crois que ça devait être la CIMAD. Oui, qui aidait les familles. Parce que, après, maintenant, les Juifs avaient d'autres sociétés pour faire évader les gosses. Il y avait les Quakers, il y avait... Mais ça, moi, j'ai pas connu. J'ai connu un peu la CIMAD, je vais vous dire pourquoi. Parce que à un moment, ils mettaient des bus, une fois par semaine ou comme ça. Ils nous mettaient dans des bus, ils nous sortaient du camp, ils nous emmenaient dans des forêts de pins parasols. Et là, je rigole, il y a un Mielleux qui rigole et tout ça. Parce que je lui ai dit, ils nous lâchaient là, c'est pour qu'on aille s'amuser, courir. Pour être un peu à l'air libre. Mais j'ai dit, mais c'est pas ça. Tu sais, les cochons patas nègres, là, les jambons, qui les lâchent pour manger les glandes. Nous, on faisait pareil. Mais on cherchait les pignons qu'il y avait dans les pignons de pain. Voilà. Et le soir, on rentrait au camp, malade à vomir, parce que c'était trop mangé. Trop gras, quoi. Et on arrivait à se disputer parce que tu piquais les pauvres. Voilà, un souvenir du camp de Rivesaltes. Et un autre souvenir, c'est... comment vous expliquer? Ça sent l'anis. Comment il s'appelle? Ah mince, j'y arrive pas. Fenouil.
de fenouil, mais sauvage. Il y en avait dans le camp, des fois, qui poussent, ça pousse beaucoup par là-bas. Alors on se disputait pour trouver des racines. Et quand il y avait la tramontane, il y avait des vignes à côté. Les sarments arrivaient dans le camp pour faire du feu. Et il y avait une boîte de conserve, on faisait bouillir les racines de fenouil. Là. Et vous n'aviez pas envie de revenir en Espagne? Non, Non, vous étiez en France. Enfin, en plus, vous avez tellement déménagé. Est-ce que vous avez compté le nombre de fois où vous avez déménagé? C'est bon. Non, vous avez pas. Pendant... Entre tout, Alors, toute votre vie, ça n'a été. je que peux le ça. savoir, déjà, avec les pâtelins, là. Vous avez De ma mère. déménagé, et votre vie, c'est que ça, en fait. En gros, oui. Et après, votre vie professionnelle, c'est la suite, finalement. Et par exemple, quand il y a eu le Covid, il y a eu la crise du Covid en 2020, il y a eu ce confinement. Et le président a parlé de « nous sommes en guerre ». Vous, quelle a été votre réaction? Eh bien, d'avertir tous les gars de l'amicale de faire des provisions. Elle me dit, mais t'inquiète pas, là. À tout le monde, j'ai averti tout le monde. Hein. Et j'ai dit, ça ne sera pas pour tout de suite, peut-être plus tard. Et regardez, l'inflation, je ne me suis pas trompé beaucoup. Hein. Et toutes les histoires ont commencé avec l'inflation et tout ça. Parce que j'ai dit, d'accord, ça est sorti du Covid, vous allez voir, c'est pas fini. Hein. Et le début de la guerre, quand il y a eu l'invasion En Ukraine, de l'Ukraine par la Russie, catastrophe, là. catastrophe. Parce que j'aurais jamais cru revoir une autre guerre. Hein. Et ma mère me disait, elle n'avait pas tort, c'est vrai, j'ai regardé à peu près tous les 25 ans, la France était en guerre. Et j'étais européen à fond, quand il y a eu la libération et tout ça, et un peu après, quand j'ai commencé à comprendre, j'étais européen à fond. Parce que j'ai dit comme ça, au moins il n'y aura pas la guerre contre l'Allemagne une autre fois au bout de 25 ans. Et ça a fonctionné. Ça a tenu quand même. Ouais. Il faudrait ça, mais il paraît que ça va se faire peu à peu. C'est la sécurité sociale dans tous les pays européens, les allocations familiales, tout ça. Tant que ça ne sera pas ça au même niveau à peu près partout, ça, pour moi. Hein. Une autre histoire, c'est l'Espagne. L'Espagne a très bien évolué. Alors, quand Juan Carlos est passé, je vous le dis franchement, j'étais pour lui. J'ai dit au moins il n'y aura pas une autre guerre civile. Mais là où j'ai eu peur, d'ailleurs j'ai téléphoné au cousin, j'ai dit si ça recommence, tu arrives vite, la cave tu dormiras. Parce que moi j'ai pas mal de famille. Là. J'avais encore une tante, la plus jeune des frères et sœurs de mon père. J'étais très content. En fait, c'est ça? À Irun. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et je vous remercie pour vos retours enthousiastes sur les épisodes précédents. Vous voyez que la vie de réfugié n'est pas simple et José de Sola est un exemple de résistance. Il est résistant dans tous les sens du terme et je le remercie pour son témoignage et d'avoir partagé et passé du temps en ma compagnie pour pouvoir vous transmettre son message. Et je crois que pour lui, c'est très important qu'on comprenne ce qui s'est passé au camp de Gurs et qu'on n'oublie pas ceux qui sont restés au camp de Gurs ou qui sont partis vers les camps de la mort. Une aventure où les témoignages des rescapés se mêleront aux connaissances des historiens, une aventure où l'histoire traverse, bouleverse, renverse des vies. Je vous invite à ce voyage 2 fois par mois. Pour ne rater aucun épisode, inscrivez-vous sur enlocomotive.com. À très vite.